Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est à Saïgon, et principalement sur le plan verbal, que la guerre du Vietnam connaît ses derniers soubresauts. C'est ainsi que le président Thieu a déclaré ce matin qu'un accord sur le cessez-le-feu signé sans lui ne serait pas appliqué au Sud-Vietnam. Mais comme le président Thieu avait dit il y a quelques jours qu'il acceptait le cessez-le-feu, on peut raisonnablement penser que ce sont là des péripéties de dernière heure. D'ailleurs, le président Nixon, qui a parlé hier soir pour la première fois en public du prochain cessez-le-feu au Vietnam, a été précis. Monsieur Nixon, qui faisait une brève tournée politique en Virginie occidentale, s'est déclaré convaincu que les difficultés qui empêchent encore le règlement final pourront être et seront surmontées. Et puis, si, comme l'ont affirmé les Nord-Vietnamiens, l'accord sur le cessez-le-feu doit être effectif à partir du 1er novembre, c'est donc dans 5 jours que la guerre du Vietnam, restons cependant prudents, c'est donc dans 5 jours que la guerre du Vietnam devrait prendre fin. Raymond Girard. Pour beaucoup de Vietnamiens, qu'ils soient du nord ou du sud, le cessez-le-feu arrivera trop tard. Après 30 ans de combat, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ne connaîtront que la paix des cendres. Cette guerre que les années et la barbarie des moyens employés, du napalm au défoliant, ont élevé au rang de monstruosité des temps modernes, a fait 1,5 million de morts et 3 millions de blessés parmi la population civile des deux Vietnams, qui ont en outre perdu sur le terrain 1,5 million de soldats. Le Nord-Vietnam a reçu à lui seul 3 fois plus de bombes que l'Europe tout entière lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les souffrances du Nord-Vietnam se lisent dans ces villes éventrées. Au Sud-Vietnam, fuyant la violence des combats, des millions de réfugiés ont pris la route de l'exode. Troupeaux humains terrifiés, errant sans but le long des chemins de la guerre. Au cours des 10 dernières années, à travers toute l'Indochine, 11 millions de personnes sur une population totale de 50 millions ont dû abandonner leur foyer ravagé par la guerre. Pour l'Amérique, qui sort à peine du guêpier vietnamien, les conséquences se prolongeront bien au-delà du cessez-le-feu. Tout d'abord, ceux qui ne reviendront pas, les 50 000 GIs morts dans les rizières du Delta ou dans la prison végétale de la jungle. Ensuite, les 300 000 invalides de guerre qui sont revenus chez eux et pour qui le rêve américain a une saveur amère. Et puis, comment effacer le terrible souvenir du massacre de My Lai, qui aujourd'hui encore torture la conscience de beaucoup d'Américains. L'Amérique aidera sans doute l'Indochine à panser ses plaies, comme l'a demandé le Premier ministre nord-vietnamien M. Van Van Dong. Mais il est peu probable que le Trésor américain consente à investir dans la paix les 150 000 millions de dollars que lui a coûté la guerre. À travers l'immense champ de bataille que fut l'Indochine, les canons se tairont bientôt, mais le silence, ce n'est pas encore la paix. Ce sont des propos durs et très fermes que M. Michel Debré, le ministre de la Défense nationale, a tenus hier soir au cours d'un dîner qui réunissait les militants UDR de la Seine-Maritime à Rouen. M. Michel Debré, qui se trouvait là au cœur du fief de M. Le Canuet, le sénateur maire de Rouen, s'est principalement attaqué aux réformateurs, les centristes d'opposition. Et le ministre de la Défense nationale a même trouvé une formule choc en parlant d'extrême centre. Écoutez. Il ne s'agit pas de changer pour le plaisir de changer. Il y a même quelque absurdité à crier « réforme, réforme » sans préciser davantage. L'œuvre des siècles, à travers les épreuves, n'est pas si mauvaise. La capacité française, formée par les générations, aurait certes pu être meilleure qu'elle n'est. Elle est loin d'être médiocre cependant, et il y a quelque absurdité au moment où la France est en paix, en progrès, où les résultats de l'effort des dernières années, à bien des égards, attirent l'envie de nombreux étrangers à mettre au premier rang d'un programme soi-disant à l'action la réforme de tout et à toute occasion. C'est vraiment pour le plaisir du vocabulaire faire le jeu d'une subversion anti-nationale. Du
temps de ma jeunesse, c'était l'extrême droite royaliste qui, cherchant à renverser la République, attendait de la création de provinces l'effondrement qu'ils appelaient de leur vœu. De nos jours, c'est l'extrême gauche anarchiste qui prend le relais. Elle n'a pas plus que l'extrême droite d'hier le souci de l'avenir de la République. Faut-il ajouter à cette extrême gauche ce que j'appellerais l'extrême centre, s'il est vrai que certains à sa tête jouent à vouloir casser la France afin de pouvoir se dire réformateurs. Mais ce n'est pas tout, François Bonnemain. Monsieur Debré a répondu à pas mal de questions. Oui, et cela lui a permis de préciser davantage le sens de son discours sur 4 points. Le centrisme, nous sommes au centre, a dit M. Debré, dans la mesure où nous ne sommes ni à droite ni à gauche. Mais que vaut ce vocabulaire vieilli, pas digne de nous, et qui cache trop de choses? En fait, nous ne sommes ni centristes ni gauchistes, nous sommes nous-mêmes. L'Europe, M. Debré s'est réaffirmé hostile à l'Europe politique, car pour le ministre de la Défense nationale, l'Europe politique va de pair avec l'Europe militaire. Or, la défense, pour M. Debré, est une affaire de patriotisme qui se règle dans le cadre de chaque pays. Pour M. Debré, l'Europe doit être une coopération économique, sociale et humaine, l'expression d'une civilisation typique. La nouvelle société, pour la première fois, M. Debré a dit qu'il n'était pas d'accord avec M. Chaban-Delmas sur ce terme de nouvelle société. Certes, a dit M. Debré, il faut qu'une société se renouvelle par des réformes utiles, mais tout en sauvegardant aussi bien les institutions fondamentales que les valeurs essentielles. L'ouverture, enfin, M. Debré n'y est pas hostile, mais pour lui, tout est affaire d'hommes. Il peut y avoir, a-t-il dit, hors de l'UDR, des personnes et des idées qui sont gaullistes. Un sondage réalisé par l'IFOP et publié aujourd'hui par François montre une hausse sensible de l'indice de popularité du président Pompidou et de M. Messmer. Selon ce sondage, 61% des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de l'action du président de la République, contre 54% il y a un mois. Le chiffre des mécontents a lui aussi augmenté, puisque de 25% en septembre, il est passé à 28%. Même progression dans les deux sens pour M. Pierre Messmer, le Premier ministre, dont l'indice de satisfaction passe de 32 à 45% et dont l'indice de mécontentement passe de 14 à 20%. On ne connaît toujours pas les causes initiales de l'accident qui s'est produit hier en fin d'après-midi à la station des Deux Alpes en Isère, un accident qui a fait 9 morts. Il y avait 3 systèmes de freinage et aucun d'entre eux n'a fonctionné. Tout fut très rapide. 2 cabines de ce type se sont rencontrées à très vive allure et se sont écrasées quelques dizaines de mètres plus bas. Des tôles enchevêtrées en devaient sortir 9 morts qui furent veillés toute la nuit dans le cœur de la chapelle Saint-Benoît. Aux Deux Alpes, depuis le mois d'avril dernier, on procède à l'installation et à la mise au point de ce téléphérique automoteur. Pour relier la station au pic du Gendry, à 3500 mètres, il a été décidé d'utiliser ce moyen de transport ultramoderne. À la différence des autres téléphériques, les cabines de ce tramway des neiges sont pilotées par un conducteur qui se trouve dans la partie supérieure de la cabine. Il dispose de 2 moteurs diesel de 110 chevaux et évolue sur un câble de 7 cm de diamètre. Les cabines peuvent accueillir 43 passagers et ce système permet d'atteindre une capacité de transport de 3000 personnes à l'heure, capacité jusqu'alors dans le système traditionnel très limitée par le seul va-et-vient de 2 cabines. Ainsi, les cabines peuvent se succéder sur 2 câbles porteurs, l'un pour la montée, l'autre pour la descente. Mais lors des essais techniques d'hier, 2 cabines progressaient l'une vers l'autre sur le même câble, quand tout à coup, la cabine la plus haute a échappé totalement au contrôle du pilote qui dispose pourtant de 3 systèmes de freinage et elle est venue percuter à 100 km à l'heure la cabine montante. Ce téléphérique unique en Europe devait entrer en service pour la prochaine saison de sport d'hiver. La plus grosse compagnie aérienne des États-Unis, la United Airlines, a décidé de renoncer au Concorde et a donc annulé les 6 options qu'elle avait prises sur le Concorde. Cela ne devrait pas influencer, disait-on à New York ce matin, les commandes des 2 compagnies américaines, Pan Am et TWA. Le nombre total des options prises par Concorde est donc ramené à 49, chiffre auquel il convient d'ajouter 14 commandes fermes. Et puis à Toulouse, c'est aujourd'hui que l'Airbus doit effectuer son premier vol. Si les conditions météorologiques s'améliorent, des conditions qui n'étaient pas suffisamment bonnes ce matin, le premier décollage de l'Airbus devrait avoir lieu cet après-midi. 3 ans après la décision de lancer le programme, le vol du premier avion confirme l'efficacité de Airbus Industrie.
L'appareil, piloté par Max Fisch et Bernard Ziegler, a effectué ce matin une première sortie, dernier test de roulage et de freinage avant l'envol. Seule crainte, le vent de sud-ouest annoncé par les météorologues qui pourrait gêner le décollage de l'appareil. 5 pays collaborent à la construction de l'Airbus qui, avant même d'avoir volé, est commandé à 13 exemplaires. Les 3 premiers appareils seront livrés début 1974 à Air France qui les mettra en service sur ses lignes européennes. L'accroissement du trafic aérien sur les réseaux moyens courriers a conduit à une augmentation des fréquences. Et c'est pour éviter une saturation dramatique des aéroports que sont nés les avions à grande capacité pour l'Airbus 250 à 300 places. Le marché est estimé à 400 avions. 10 000 personnes sont actuellement concernées par l'Airbus et en 1975, elles seront plus de 100 000 quand l'avion sortira à la cadence de 4 par mois. Madame Marcelle Morette, qui fut membre du conseil d'administration de l'ORTF, est décédée. Femme de lettres et auteure dramatique, Marcelle Morette a écrit 24 pièces qui ont été jouées à Paris, ainsi que de nombreux scénarios pour la radio et la télévision. Elle avait obtenu un prix national de littérature et le journal anglais Daily Mail lui avait décerné son grand prix. Madame Marcelle Morette était âgée de 69 ans. C'est un véritable SOS que vient de lancer la Banque du lait de Marmande, en Lot-et-Garonne. Un SOS dont dépend la vie de plusieurs milliers de jeunes nourrissons. Il s'agit de la production annuelle de lait maternel qui ne dépasse pas 30 000 litres, alors qu'il en faudrait 5 fois plus. Le lactarium de Marmande lance un véritable SOS. Il n'a plus assez de lait pour répondre à la demande. Parmi les 5 ou 6 centres existants en France, celui de Marmande est l'un des plus importants. Il fournit par exemple du lait maternel aux hôpitaux de la région parisienne, du Nord, mais aussi les hôpitaux de Marseille, Toulouse et bien entendu ceux de la région Aquitaine. Or, depuis un mois, le lactarium de Marmande enregistre une baisse d'environ 50% et dans le même temps, les demandes augmentent. Il faut en effet savoir qu'il naît en France chaque année plus de 80 000 nourrissons prématurés ou débiles. Ces enfants ne peuvent survivre qu'en absorbant du lait maternel. Les raisons de cette carence, elles sont multiples. Mais il y a un fait certain, les femmes veulent de moins en moins allaiter et l'esthétique est pour beaucoup dans ce refus. Toujours est-il que la situation est grave. Le lactarium, qui doit faire patienter actuellement les demandeurs pendant 8 ou 10 jours, lance un appel. Sans doute sera-t-il entendu. Des enfants pourront être ainsi sauvés dans toute la France. Il y a 24 ans aujourd'hui, Marcel Cerdan trouvait la mort dans un accident d'avion aux Açores. Une cérémonie religieuse à la mémoire de Marcel Cerdan s'est déroulée ce matin à Paris, en l'église Saint-Jean de Montmartre. Il faut 2 ans à Jean-Pierre Melville pour faire un film. Le dernier en date, Un flic, avec Alain Delon et Catherine Deneuve, vient de sortir. Jean-Pierre Melville travaille chez lui, où il a installé ses salles de montage, une maison dont il ne sort, dit-il, que 5 fois par an. Alors France Roche a fait le déplacement et elle est allée voir Jean-Pierre Melville. Une salle de projection privée, rue Génère. Cet endroit, c'est l'endroit où j'aime bien prendre mon petit déjeuner le matin. Un café noir même, seulement quelquefois. Parce que à 9 h du matin, en pyjama et en peignoir de bain, voir un très bon film américain, ici, c'est formidable. C'est ma récompense suprême. Car Jean-Pierre Melville écrit, monte, dirige la promotion de ses films de son appartement, studio, salle de projection, bureau, où il travaille jusqu'à la dernière minute sur la pellicule. Un flic, c'est un film policier. Oui, oui. Je n'ai pas tellement peur de le dire. Je ne crois pas que ce soit un genre mineur. J'ai même le sentiment que c'est un genre difficile. N'oubliez pas de lester votre poche par un trousseau de clés ou un briquet. On voit beaucoup de films policiers, on n'en voit pas tellement de très bons. Donc je crois que c'est presque toujours, au départ, un pari qui risque d'être perdu. On s'arrange pour le gagner. On y arrive en ne traitant pas les personnages comme des marionnettes, comme des bons et comme des méchants seulement. Il faut que les bons ne soient pas tout à fait bons
Il faut que les méchants ne soient jamais complètement méchants. Alain Delon, c'est un bon un peu méchant ou un méchant un peu bon? C'est les deux. Et Catherine Deneuve? Ah, moi, je l'absous de toute façon. Et puis le troisième personnage serait plutôt bon, lui. Avec une petite tendance au crime, bien sûr. Mais... C'est une tendance qu'on pardonne facilement dans vos films. Dans les films policiers, oui, je pense qu'on peut accepter ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites pas de film? Je recommence à en faire un la plupart du temps, mais même si je n'écrivais pas, ou si je ne tournais pas, ou si je ne mettais pas en marche une nouvelle production, il est certain que je n'aurais pas le temps de m'ennuyer, parce que je vois beaucoup de films. Je suis un réalisateur de films qui aime le cinéma. Voiture 8 à l'écoute. Je vous le passe. Oui? Où ça? On y va, je vous rappelle après. Ma tâche quotidienne commençait juste avant la nuit. Mais c'était beaucoup plus tard, quand la ville dormait, qu'il m'était vraiment donné de pouvoir l'accomplir. Mon nom est Edward Colman. Les loisirs ne constituent pas, ça ne consiste pas, seulement à monter dans sa voiture pour partir en week-end ou pour aller en vacances. Les loisirs, ça peut aussi se concrétiser dans un certain nombre d'activités les plus insolites, comme par exemple les conservatoires municipaux, et c'est là la page magazine d'aujourd'hui. Les loisirs en musique. Derrière ces mots se cachent les conservatoires municipaux. Dans ces établissements, on y enseigne bien sûr la musique, on y apprend à jouer de tous les instruments ou encore à faire les premières pointes. Petits et grands, tout le monde y est le bienvenu. Claude Thomas et Raymond Meunier nous présentent sur 3 notes et en 4 mesures cet univers peu connu de la vie municipale. Avec leurs façades tristes, on les prend quand on les remarque pour les monuments d'un passé révolu. On imagine des salles d'études désaffectées où quelques professeurs viennent à la petite semaine justifier un maigre cachet. Que peut bien représenter un conservatoire municipal à l'ère du matraquage en 45 tours, des enseignes psychédéliques et des affiches composées tout exprès pour la censure? Voilà, pris fort. Les dos forts. Bien peu de choses, dira-t-on. Erreur monumentale. Dans la cité des tours et du périphérique, que se disputent à grand renfort de néons et de publicité les animations du monde moderne, la musique et la danse sont en train de renaître, sans fracas, au sein des conservatoires municipaux. Ils sont 74 autour de Paris. Un peu au hasard, nous sommes allés à Montreuil. Et nous avons demandé à rencontrer monsieur le directeur. Il était en compagnie de Chopin et de Debussy. J'ai professé, j'ai joué du piano, et il y a bien longtemps que je ne joue plus de piano en tant que professionnel. Je me consacre à la direction de ce conservatoire depuis 6 ans maintenant. Conservatoire qui a été créé en 1966 et qui est passé conservatoire national depuis le 1er octobre de cette année. Ré, sol, ré, sol. Les portes d'un conservatoire sont ouvertes à tous, jeunes ou vieux, écoliers ou travailleurs. Nous avons suivi la filière normale, en partant du B.A.B.A., le solfège. Sol, si, fa. Première découverte, le solfège en 72, discipline ingrate par excellence, apparaît mieux toléré qu'autrefois. Sol. Maintenant, je pense que le solfège est beaucoup moins rébarbatif qu'auparavant. Nous avons des méthodes audiovisuelles et les enfants viennent au solfège avec le sourire, alors qu'avant, c'était plutôt assez dur de les avoir dans les classes. Et à un certain niveau, les enfants reprennent les cours traditionnels avec une assise beaucoup plus solide.
Au-delà, de nombreuses voies s'ouvrent devant les candidats. Il y a 40 professeurs. 40 professeurs qui enseignent toutes les disciplines qui sont obligatoires par les règles et de la convention que nous avons avec le ministère des Affaires culturelles. La première flûte donne le départ, un départ discret mais précis, et soignez-moi bien toutes les oppositions de nuances, de façon à obtenir un relief et une couleur comme dans un tableau. Savoir, la chose est importante, que l'enseignement dispensé dans ces conservatoires suit généralement le rythme scolaire. C'est dire qu'à l'heure présente, on n'en est encore qu'au préliminaire. Du côté des professeurs, pourtant, les effectifs sont au complet. Au fait, qui sont-ils, ces professeurs? Ces professeurs sont choisis de par leur qualité, de par leur titre et de leur référence musicale. Il va de soi que nous avons engagé des gens extrêmement valables et reconnus sur le plan musical, des solistes de l'opéra, des solistes de l'orchestre de Paris et des solistes internationaux, qui forment la majorité du cadre enseignant. Exemple, la classe de guitare dont le titulaire est Monsieur Sierra. Bon, attends. Alors, Elisabeth, il faut que tu penses une chose, il faut que tu tâches de l'interpréter le morceau. Mais non, parce que jusqu'à là, de la même façon que tu commences, tu termines. Il y a 2 ralentis. Le premier, tu ne le fais jamais. Alors, il faut quand même que tu tâches de l'interpréter et de dire quelque chose là-dedans. Compris? Oui, c'est compris. Bon, allez, vas-y. Voilà. Personne ne songe à le dissimuler. La leçon de musique comporte des moments difficiles et tous les instruments ne se prêtent pas de bonne grâce aux tentatives des débutants. Je recommence là. Sol, la, sol, mi. Poignet, au talon. L'essentiel est que l'on acquiert ici le goût, la passion de la musique. Ça te plaît? T'aimes bien le violon alors? Mais vous voyez, nous avons au conservatoire ici des enfants qui viennent dans l'espoir d'apprendre la musique. Alors naturellement, il faut leur faire aimer l'instrument qu'ils ont choisi, en espérant que ça leur plaira et qu'ils seront doués et qu'ils travailleront bien. Hein? Le but des conservatoires est de former un élève, c'est-à-dire que l'enseignement qui est donné dans un conservatoire comme le nôtre, à part le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, est à vocation, disons, verticale. C'est-à-dire que l'enseignement y est donné depuis le stage le plus bas débutant, hein, un enfant de 6 ans a besoin de s'initier à la musique, jusqu'à l'université qui serait le Conservatoire de Paris. C'est-à-dire que la formation est de bas en haut. L'harmonie dans le Conservatoire national de musique, ça se passe à peu près comme ça. Il y a soit des groupes de 4 ou 5 élèves, soit un élève qui vient m'apporter le travail qu'il a fait dans la semaine. Ceci, par exemple, c'est une petite mélodie que je lui ai donnée pour une voix, et il l'a écrite à 4 parties.
Alors je lui joue et je le commente. Enfin. Dans tous les conservatoires municipaux, et il en existe dans beaucoup de communes de France, la danse est associée à la musique. Tendu, plié. Laissez les bras jolis, tranquilles. Mais une question se pose. Existe-t-il encore des débouchés en cette discipline? Évidemment, c'est mon espoir de former quelques grandes danseuses. Mais il faut être très doué, c'est très difficile. En tout cas, je suis certaine que ça lui fera beaucoup de bien d'apprendre la danse. Point de vue élégance, de corps, d'esprit. Et comme discipline qui est très dure. C'est un bon apprentissage dans la vie. Eh bien, je crois que tout d'abord que le conservatoire donne la possibilité à beaucoup plus d'individus de faire de la musique. Ce qui avant semblait, disons, appartenir à un certain milieu, maintenant est autorisé beaucoup plus de niveaux. Un cours particulier avant n'était pas possible pour tout le monde, tandis qu'au conservatoire, il n'y a pas de doute, il me semble que n'importe qui puisse venir. Le prix est calculé en fonction des ressources des parents. Il y a de nombreux enfants qui ont la gratuité, dont les revenus des parents sont très modestes, et le maximum étant calculé à 100 francs par trimestre. Je pense qu'il est absolument merveilleux de constater en 1972 qu'il y a autour de Paris 74 écoles de musique qui enseignent et professent dans le même esprit que le nôtre. Nous n'avons pas un esprit pionnier, mais enfin nous y croyons à l'enseignement, et nous croyons surtout au bien fondé de notre enseignement, car d'avoir des enfants dans un conservatoire, pour nous, c'est un succès. Je préfère les voir chez nous, chez moi, dans mon école, que de les voir traîner dans la rue ou dans les cafés. Ce conservatoire de Montreuil, cette école nationale de musique, il y en a comme cela 56 en France qui groupent environ 60 000 élèves et près de 3 000 professeurs. Ces 56 établissements sont entretenus, vous le savez, par les villes, qui font certaines d'entre elles de très gros efforts, avec une aide de l'État, une aide qui du reste s'étend progressivement à toute la France, car toutes les 56 ne sont pas encore aidées de la même manière, et car il y a des conservatoires nationaux de région qui ont, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, les horaires aménagés pour préparer le baccalauréat musical qui vient d'être institué par l'Éducation nationale. Il y a incontestablement une grande poussée de musique en France, un besoin grandissant que nous sentons tous les jours, et je crois que le réseau qui se grandit, qui se tisse sur l'ensemble du territoire, est bien une chose très importante. Je crois que ce que vous avez vu montre bien qu'il y a actuellement un épanouissement de la musique en France, et la musique est incontestablement un des moyens de culture de la formation des hommes. Le dernier rendez-vous de notre journal est celui de la Bourse de Paris, où nous rejoignons tout de suite Michel Tardieu. Michel Tardieu ? Aujourd'hui, la Bourse de Paris n'est pas très bonne. Les spécialistes sont un petit peu déçus, croient que ça irait mieux. Il faut dire que les séances précédentes, c'était toujours les mêmes vedettes qui étaient au premier rang. Eh bien, aujourd'hui, les vedettes sont un petit peu fatiguées. Il faut dire que la Bourse regarde sur le marché international et même sur le monde entier.
il y a toute une série d'interventions ou d'événements qui ont des actions sur le marché financier, à commencer bien sûr par les bruits de paix au Vietnam. La bourse de Paris ne peut pas s'empêcher de regarder Wall Street, où les fluctuations se font en dents de scie selon qu'on croit plus ou moins à la paix. Et l'un des premiers résultats de cette marche vers la paix, c'est que des capitaux recommencent à sortir d'Europe pour aller s'investir aux États-Unis dans l'espoir que Wall Street redémarrera avec la paix, et moyennant quoi le dollar financier remonte à Paris, vous le verrez tout à l'heure, quand on balayera les cours de la corbeille. Les financiers regardent aussi en Grande-Bretagne, car la livre est toujours la monnaie malade de l'Europe. Monsieur Hiss n'arrive pas à mettre sur pied une politique des revenus. Les partenaires sociaux, comme on dit, sont très réticents. Et on se demande bien comment on finira cette inflation anglaise qui ne cesse de se développer malgré un ralentissement de la production. Alors, les financiers, eux, regardent la livre et se demandent à quel moment cette livre finira par dévaluer. On dit qu'il y aurait eu des accords secrets entre M. Hiss et Pompidou pour donner à la monnaie anglaise un statut particulier à l'intérieur du marché commun, ce qui ne fait que renforcer les gens qui veulent, l'opinion des gens qui veulent se débarrasser maintenant de leur livre. Toujours les préoccupations internationales. Hier, le Conseil interministériel s'est occupé de Paris, cité financière internationale. Et bien sûr, à ce sujet, vous voyez pour l'instant les cours du dollar financier à 5,05 1/8. Au sujet de la cité financière internationale, les tours sont revenus sur le tapis. On a dit qu'il n'y aurait pas de construction de tours dans le 9e arrondissement pour cette cité financière, mais qu'en même temps qu'on construirait de nouveaux immeubles, excusez-moi, il y aurait une décentralisation à l'est de Paris, à Marne-la-Vallée, où doit se trouver la chambre de compensation pour les opérations bancaires. Donc la cité financière aurait une annexe en banlieue. Toujours au niveau international, une coopération internationale qui ne va pas très bien, celle de Citroën et de Fiat. Les deux partenaires ne semblent plus bien d'accord sur la répartition des pouvoirs et du capital entre eux, si bien que l'augmentation de capital que devait réaliser prochainement Citroën, on avait dit avant la fin de l'année, et dans laquelle Fiat devait intervenir assez fortement, est repoussée à 1973, peut-être même 1974. Une autre coopération internationale qui, elle, a l'air de bien fonctionner, c'est celle de Babcock et Wilcox, la société américaine, avec Bonne Boveri Allemagne, qui vient de remporter un succès important sur le marché européen des chaudières atomiques. Cela devrait avoir des retombées pour le carnet de commandes de Babcock France, de Babcock Atlantique. Toujours au niveau allemand, une collaboration qu'on annonce, elle n'est pas encore tout à fait officielle, entre Ferrodo et Volkswagen pour un accord commercial au niveau allemand. Et toujours au niveau de la coopération internationale, 2 usines sont inaugurées en Allemagne entre DBA, la société française, et sa société mère, Bendix, États-Unis. Donc vous voyez que la France est vraiment à l'heure internationale en ce moment, et c'est ce qui explique peut-être que la bourse soit irrégulière. Ici la bourse de Paris, à vous Claude. Merci. Premier pas vers le cessez-le-feu général au Vietnam, une dépêche qui arrive des États-Unis. Le secrétaire américain à la Défense vient de confirmer que tous les bombardements ont cessé au nord du 20e parallèle, c'est-à-dire dans la partie nord du Nord-Vietnam qui comprend bien sûr Hanoï et Haiphong. Voilà des nouvelles qui seront bien sûr complétées par beaucoup d'autres sans aucun doute dans la journée. Notre édition est terminée. Mesdames et messieurs, bon après-midi.